Bonjour, je m'appelle Odom, enseignante-chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis devenue au fil du temps une conférencière internationale en sciences sociales et aussi accessoirement une consultante en gouvernance scientifique. J'aime aussi rappeler que je suis mère de famille et que c'est un travail même si ce n'est pas rémunéré. Très bien, professeur. Alors, le paradoxe des frontières, est-ce que vous comprenez que nous, Africains, soyons étrangers en Europe, aux États-Unis, mais aussi étrangers chez nous en Afrique? Alors, déjà rappeler que c'est un des axes de mes recherches. Je publie beaucoup sur les questions des frontières. J'en suis arrivée à un constat simple, c'est que lorsqu'on a un sujet issu du système colonial, on est aussi très rapidement conscient et consciente de la question des frontières en fait, parce qu'il faudrait rappeler que le continent africain est l'un des continents avec le plus grand nombre de frontières au monde, et lorsqu'on se rend compte qu'en fait c'est un héritage directement associé à la colonisation, on se rend compte que les Africains aujourd'hui sont tombés dans un piège. J'aimerais savoir comment comprendre le paradoxe qui voudrait que, étant africain, on soit encore finalement enfermé dans nos frontières. Je prends un exemple banal, je suis gabonaise d'origine et pour pouvoir me déplacer et aller dans n'importe quel autre pays en Afrique de l'Ouest où je vis et je travaille, parce que je travaille au Sénégal, il faudrait encore chercher des visas et ce n'est pas possible. On ne peut pas être en train de nous exiger des visas pour aller en Europe et encore nous demander d'être étrangers chez nous. Je vous prends un exemple banal pour des raisons qui ont un lien avec les hasards de la vie. Je me retrouve être de nationalité espagnole, donc j'ai un passeport espagnol. Et il m'est parfois plus facile de me déplacer en Afrique avec un passeport espagnol en Afrique. C'est pas possible de continuer comme ça. Donc avec mon passeport gabonais, je suis consciente tous les jours que les deux passeports que j'ai ont le même poids, le même nombre de pages, mais ils n'ont pas la même valeur sur le marché de la mobilité internationale. Et donc, ce n'est pas juste une question de couleur, en fait, c'est une question de réalité. C'est que ce passeport-là me donne moins d'opportunités en tant qu'Africaine et Gabonaise en Afrique que cet autre passeport espagnol qui me donnera plus de flexibilité en termes de mobilité à l'intérieur du continent. Et c'est vraiment un paradoxe que l'on devrait dénoncer avec la dernière énergie et surtout sur le monde du travail et dans le domaine de la science. Lorsque je dois aller dans un colloque par exemple, il m'est arrivé parfois de renoncer à me déplacer. C'est donc aussi une réalité dans le monde scientifique. Une réalité en fait, oui. Et parfois j'ai envie de demander à l'Union africaine ce qui est pensé pour pouvoir rendre flexible la mobilité entre universitaires. Vous avez des cas où parfois vous n'êtes même pas au courant de ce que votre collègue ivoirien, dans quoi il travaille, parce que vous n'avez pas la capacité d'être en connexion, en communication avec, au vu de toute la paperasse que cela suppose de pouvoir aller vers l'autre, donc les frontières entre autres choses. On doit, à mon avis, repenser à ces questions-là, parce qu'on est asphyxié à l'intérieur des frontières qui ne nous représentent pas assez et qui ont une capacité à démotiver les personnes qui veulent faire des choses. Moi, je vous prends un exemple banal. Je suis recrutée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et pourtant je suis gabonaise et j'en suis très ravie. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas les mécanismes d'accompagnement pour pouvoir flexibiliser la mobilité. Je suis arrivée ici en 2015 et il y a à peine 3 mois que j'ai pu avoir la carte de séjour. Rendez-vous compte que il y a à peine 3 mois que j'ai eu la carte de séjour. Rendez-vous compte. Donc, au bout de 10 ans, pratiquement près de 10 ans plus tard. Vous aviez demandé à l'époque? À peine arrivé en 2015. Et c'est maintenant que j'ai pu avoir ça. Comment ça se fait? Parce qu'il y a des pesanteurs que l'on ne maîtrise pas et qui ne vont pas avec la réalité de terrain. Et vous intervenez à l'université depuis combien de temps? Depuis 2015, rendez-vous compte. Donc, comment j'arrivais à me déplacer? C'est parce que, évidemment, j'ai cet autre passeport espagnol qui me permettait facilement de sortir et d'entrer. Parce que c'est plus facile pour un Européen de sortir et d'entrer d'Afrique. Mais si j'avais eu le passeport gabonais uniquement, j'aurais eu toutes les difficultés à pouvoir sortir à chaque fois parce que je n'avais pas de carte de séjour. Et c'est pas normal en fait. On est africain, on ne peut pas. Ce sont des paradoxes, pas possible. Dans le même temps, ceux qui se barricadent contre nous, je veux parler de l'Europe, eux ils ont la facilité de circuler chez nous en Afrique. Il est plus facile, rendez-vous compte, pour un Européen de se déplacer en Afrique que pour un Africain de se déplacer d'un pays à un autre. Et c'est pourquoi, d'une part aussi, nous ne nous connaissons pas assez. Je le dis souvent pour titiller des collègues et des frères et sœurs africains et africaines, que les Africains ne se connaissent pas, au-delà de l'histoire qui les a unis par défaut.
les Africains ne se connaissent pas, parce qu'ils voyagent très peu entre pays pour soit se connaître, soit découvrir les cultures des autres, soit réaliser les opportunités possibles qu'il y a au sein du continent. La plupart des gens qui vivent sur le continent sont souvent braqués vers l'Occident. Un Ivoirien convergera et communiquera beaucoup avec l'Europe. Un Gabonais sera en connexion avec l'Europe, mais moins avec les pays africains. C'est une réalité. Nous suivons quelles chaînes? Les chaînes de télé que nous suivons. Nous sommes tous et toutes câblés sur des chaînes européennes. Vous imaginez des personnes, des jeunes Africains, qui grandissent en Afrique et dont l'imaginaire est construit à partir de l'ailleurs d'autrui, à partir du projet de vie d'autrui. C'est une réalité que nous devons absolument, sur laquelle nous devons travailler et que nous devons interroger. C'est pourquoi beaucoup de jeunes, lorsqu'ils grandissent en Afrique, ils ne voient pas en l'Afrique et l'environnement immédiat des possibilités d'opportunités professionnelles. Ils pensent que tout est beau ailleurs, parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Et parce que leur imaginaire est nourri par un ailleurs lointain, qui n'est pas l'environnement immédiat. Je vais quand même préciser que le continent contient des grands ensembles régionaux, 5 je crois, notamment la CEDEAO, la CEMAC, mais que quand même dans l'espace CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes est une réalité, même s'il y a un obstacle qui est le racket que subissent les citoyens de cette zone-là. Contrairement à la zone Afrique centrale, où on vend souvent des expulsions réciproques du Gabon vers la Guinée équatoriale ou bien de l'Angola vers la RDC. C'est une triste réalité en fait. Lorsqu'on a fait croire aux Africains que leurs ressources naturelles étaient plus importantes que les vies humaines et les interactions sociales, ils ont donc aussi cru qu'en fait, il fallait se barricader dans les frontières héritées du système colonial pour, soi-disant, aspirer à ce que l'on appelle développement, qui est un terme très conflictuel et très polémique, parce qu'il renvoie à quoi en réalité lorsqu'on est africain. Et donc, je crois qu'on doit impulser de nouvelles politiques, avoir un nouveau discours. Je sais, et je crois d'ailleurs que les citoyens lambda sont plus informés, plus motivés, disposés à ouvrir ces frontières-là, parce que ce sont eux qui payent les frais de ces réalités au quotidien. Mais on doit interpeller justement nos gouvernants, et nos gouvernantes qui sont les personnes qui signent les accords qui nous empêchent de nous mouvoir avec beaucoup plus de flexibilité au sein du continent africain. Vous pensez qu'il faut faire quelque chose contre l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation? Mais bien sûr, non seulement ce sont des truismes, mais ce sont des paradoxes. Par exemple, moi je suis issu du Gabon et je suis originaire d'une province transfrontalière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et ces pays voisins et moi, nous parlions la même langue, donc nous avons un héritage culturel ensemble. Oui. Nous nous retrouvons parfaitement. Donc comme le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et voilà, à un moment donné, ça devient finalement superfétatoire que de penser qu'on va être enfermé dans les frontières. Moi, quand je vais en Guinée équatoriale pour aller faire des courses, pour aller me balader, je ne m'encombre pas d'une langue coloniale. Je ne parle ni espagnol ni français, je parle une langue, le fon, avec laquelle directement je peux interagir avec les gens et les habitants, parce que nous avons un patrimoine culturel ensemble, nous avons des habitudes, des éléments qui nous rassemblent en fait. Je crois qu'on devrait davantage en Afrique aujourd'hui promouvoir l'ouverture des frontières. Les gens ont souvent peur que l'on ouvre les frontières parce qu'ils pensent à leurs ressources naturelles. Et laissez-moi vous dire que depuis que je suis au Sénégal, je me suis rendu compte très vite que la première richesse n'est pas la ressource naturelle. La première richesse d'un pays, c'est son potentiel humain et c'est aussi la stabilité politique. Le Sénégal attire les investisseurs, pas parce qu'ils ont les plus grandes richesses naturelles au monde, c'est parce qu'ils ont la capacité de vendre leur pays, de mettre en avant le capital humain, notamment les interactions sociales, mais aussi cette théorie qui parle de la teranga, la possibilité hospitalière de recevoir les gens, c'est ça qui attire les gens, mais aussi la stabilité politique, c'est un atout économique, contrairement à ce que l'on pense en Afrique centrale par exemple. J'aime souvent rappeler aussi aux gens que lorsque les jeunes Africains veulent émigrer coûte que coûte en Europe, ce n'est pas l'Europe qui fait rêver, ce sont les opportunités qui sont associées à ce territoire qui font rêver simplement. Lorsque des femmes, par exemple, veulent se blanchir la peau, ce n'est pas la peau blanche à laquelle elles aspirent, ce sont les opportunités de privilèges qui sont associées à ces canons de beauté qui sont vendus comme étant l'exemple paradigmatique du beau. Et lorsqu'un jeune aspire à aller en Afrique, hors de l'Afrique, et qu'il veut aller en Europe, en réalité, il rappelle à son gouvernement ce en quoi il a échoué. Il a échoué à faire en sorte que ce jeune se projette à partir de son pays pour pouvoir vivre en adéquation avec les réalités. Et qu'est-ce que le sentiment que l'on a, que les jeunes ont, c'est qu'en fait, les gouvernants ne parlent pas pour leurs intérêts,
ne parle pas assez avec eux. Il y a comme une sorte de fissure totale, de fracture très profonde entre la volonté du peuple, les aspirations des jeunes, et les gouvernants qui semblent souvent être plus sensibles à ce que disent les multinationales, et puis notamment les pays occidentaux, au détriment même de la population qu'ils représentent pourtant. Je pense que les citoyens lambda sont fatigués de devoir négocier pour pouvoir traverser les frontières en Afrique. On est fatigué d'être étrangers chez nous en Afrique et qu'il est temps que les instances compétentes puissent se pencher sur la question des frontières pour rendre effective la mobilité des citoyens africains à l'intérieur quand même d'un continent qui est prétendument censé être le leur.